temps sur votre temps de travail pour assister à ce webinaire. On va peut-être commencer par se présenter parce que tout le monde ne nous connaît peut-être pas. Donc moi, je m'appelle Karim Gemal, donc je suis référent parcours pour Transition Pro Bretagne. Oui, bonjour, moi c'est Sandra Bertrand, référente parcours de formation aussi pour Transition Pro Bretagne. Alors, peut-être simplement pour rappeler, en fait, notre rôle à Sandra et moi, c'est d'être vos interlocuteurs, en fait, chez Transition Pro pour tout ce qui est facilitation, un petit peu compréhension d'accès au dispositif, compréhension des modalités, compréhension un petit peu de comment se passe l'instruction, comment se passe la saisie du dossier, etc. Donc pour toutes les questions techniques que vous pouvez avoir sur l'utilisation des dispositifs, voilà, ne pas hésiter à revenir vers nous. Et on peut faire également un point avec vous sur ben voilà, les dossiers étudiés, instruits, passés en commission, ceux qui ont été acceptés, pourquoi, ceux qui ont été refusés, pourquoi. On peut faire aussi ce temps-là un peu individuel avec vous. Voilà. Aujourd'hui, on a un ordre du jour qu'on a voulu nous très très large et puis en fait qu'on a un peu réduit au fur et à mesure parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas vous garder 2 heures. Donc on va aller clairement en fait à l'essentiel sur voilà un peu de 2025, faire un petit retour en arrière, un petit œil dans le rétroviseur. Et puis un œil aussi sur aujourd'hui, enfin, sur 2026 avec voilà quelques projections, quoi. Voilà. Et puis voilà avec aussi les points d'actualité. Bien sûr, pendant tout le temps du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a un petit onglet conversation sur lequel nous, on sera, on a l'œil dessus, donc on va pouvoir vous répondre directement, soit dans les conversations, soit partager en fait vos questionnements à l'ensemble des participants. Euh, Pour démarrer, le premier chiffre, du coup, c'est en 2025, on a étudié voilà, 1300, un peu plus de 1300 dossiers, en fait, ce qui représente une petite baisse, une légère baisse, en fait, hein, à peu près moins 5% en fait, de la demande par rapport à ce qu'on a pu étudier en 2024. Alors, cette baisse-là, elle n'est pas que en Bretagne, en fait, elle est assez nationale, en fait, hein, avec beaucoup de de régions en fait, qui observent les mêmes tendances en fait. Avec peut-être pendant le deuxième semestre une baisse un peu plus importante que pendant le premier semestre. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que voilà, le taux d'acceptation est quand même assez, avec un budget qui était quand même assez contraint. On a réussi malgré tout à financer voilà, 57% des demandes parce qu'il y avait des financements complémentaires, mais on aura l'occasion, et notamment Sandra, en fait, de préciser un petit peu ce que c'est que ces financements complémentaires et puis de vous repréciser un petit peu peut-être ce que c'est. On voulait souligner une petite chose, c'est le nombre de dossiers accompagnés en fait, par des conseillers en évolution professionnelle, parce qu'il y a quasiment 9 dossiers sur 10 en fait, qui sont accompagnés par des conseillers en évolution professionnelle. Donc avec nous, ce qu'on a identifié, c'est que ça augmente clairement la qualité en fait, des dossiers avec moins de sujets de cohérence et à retravailler en fait, sur les projets. En complément, peut-être pour la première fois aussi en 2025, on a mesuré 15% en fait, des projets de reconversion qui se faisaient en interne avec un cofinancement employeur. Ça, c'était un chiffre un peu à souligner parce que c'était rare en fait qu'on atteigne ce niveau-là de, de reconversion interne. Mm. Euh, Sur le profil des bénéficiaires, ben, on est grosso modo en fait à peu près tous les ans de la même manière, en fait, même profil, avec peut-être une chose à souligner, c'est sur les plus de 50 ans, qui représentent aujourd'hui dans la masse salariale bretonne entre 30 et 40% à peu près de la masse salariale bretonne. Et on voit que ce n'est pas ceux qui sollicitent le plus
en fait, le PTP. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet, en fait, mais on va pouvoir revenir un peu dessus tout à l'heure, qui nous interroge et sur lequel on se dit qu'il y a des leviers d'action. Voilà. Peut-être, Sandra, tu peux Oui. repréciser un petit peu le FIPU et le PUR? Mm. Donc, en 2025, comme vous le savez, on a donc toujours le dispositif projet de transition professionnelle, mais il peut y avoir un financement complémentaire de FIPU lorsque les personnes sont soumises à des risques d'usure professionnelle dans leur métier. Alors, vibration mécanique, manutention manuelle de charge ou posture pénible. Donc nous, on peut le flécher, ces dossiers-là, quand on repère le métier de départ. Et puis, par rapport au métier d'arrivée, donc, il faut que l'entreprise participe à 5% du coût pédagogique. Donc, on a pu mettre sous cette enveloppe-là 73 dossiers en 2015, sachant que on va en avoir beaucoup plus à mettre en 2026. Donc, voilà. Si vous avez des salariés qui vous sollicitent, qui ont des situations de métier voilà, où ils disent que c'est pénible pour eux et qu'ils ont beaucoup de enfin, manutention, vibration, etc. Il n'y a pas de souci, vous pouvez nous les réorienter pour une demande de financement. À côté de ça, on a les personnes qui travaillent dans des milieux pour lesquels il y a des conditions de travail particulières. Là, on vous les a mis à droite, hein, un milieu hyperbare, équipe successive alternante, température extrême, travail répétitif, travail de nuit ou le bruit. Alors, il y a des seuils et il y a des occurrences qu'il faut Oui. respecter pour avoir des points. Mais ces personnes-là ont un compte professionnel de prévention. Des fois, elles ne le savent pas. Hein, c'est l'employeur qui va déclarer l'exposition au risque et ça génère des points tous les ans. Et donc là, on a pu financer 51 dossiers. Alors financer entre guillemets parce que il y a une partie des points de la personne qui sont utilisés pour financer le dossier. Et des fois, la personne a suffisamment de points pour couvrir tout le dossier, coût de formation et salaire. Donc voilà, ce sont deux dispositifs pour lesquels on est très mobilisés parce que c'est vrai que ça nous permet, nous, en fait, d'avoir du financement complémentaire et par répercussion de financer plus de projets de transition professionnelle qui n'auraient pas ces conditions-là, en fait. Hein. Après, ce qu'il faut peut-être compléter un peu, c'est que c'est vrai que c'est hyper technique, en fait, ces typologies, en fait, de financement. Mais c'est vrai que c'est pas forcément à vous, en fait, de maîtriser le, cette technicité-là. Par contre, ça peut être intéressant de questionner sur, voilà, savoir si les gens, ils ont pris connaissance de l'existence d'un compte professionnel de prévention, ou si, voilà, s'ils sont dans des situations un peu de travail où il y a des risques ergonomiques. Mais au-delà de ça, en fait, après, c'est une demande PTP classique qui va être accompagné peut-être par des CEP, ensuite voilà, des gens qui vont prendre contact avec Transition Pro Bretagne. Et là, nous, après, on va les flécher en fait vers une enveloppe et vers un financement spécifique. Donc, mais c'est pas à vous en fait de d'évoquer en fait et d'accompagner sur ces sujets-là parce que c'est voilà technique et puis c'est plutôt notre sujet en fait. Il nous semblait intéressant aussi de vous présenter un peu voilà, les certifications les plus demandées en fait, et puis entre les accepter et les refuser, un peu le rapport qu'il pouvait y avoir. Donc la plus demandée, c'est comme tous les ans en fait, c'est voilà, conducteur routier, de soignant. Et donc on commence par le bas en fait là sur le petit graphique, avec vous voyez, un rapport du coup des financés en bleu et puis des refusés en orange qui est pas forcément le même en fait sur tous les métiers, avec toujours la commission qui examine les demandes voilà, sous regard de 3 critères, hein, du coup la cohérence du projet, voilà, le pertinence du parcours de formation et puis les perspectives d'emploi. Et c'est vrai que en fonction des métiers visés, en fonction aussi de l'insertion dans ces métiers et en fonction du travail qui a pu être fait en amont, forcément, il y a un arbitrage qui se fait en commission. Donc, c'est vrai que je vais pas détailler en fait l'ensemble des
des formations et des métiers visés, mais euh, si vous souhaitez après qu'on passe un peu à la loupe, en fait, les certifications qui sont proposées par votre organisme et qu'on analyse un petit peu comment faire pour peut-être augmenter le niveau d'acceptation sur les formations demandées. Ça, on peut tout à fait, voilà, se rapprocher de vous individuellement et puis faire ce travail-là avec vous, en fait. Donc, n'hésitez pas. Sandra, si tu voulais rajouter peut-être certaines choses sur certaines formations, certains diplômes. Juste expliquer peut-être pourquoi le responsable d'entreprise agricole, là, il y a des refus. Alors, c'est vrai que par rapport à cette typologie de formation, c'est toujours un projet, enfin, il y a beaucoup de projets d'installation agricole et qui peuvent être, pour lequel on peut attendre un travail préalable ou en tout cas un accompagnement à la mise en place du projet, type chambre d'agriculture, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations pour lesquelles, voilà, on est sur des projets de salariat. Et celui-là, le BPREA, il est plutôt sur des projets de création ou de reprise d'exploitation agricole, ce qui peut expliquer aussi le pourquoi il y a des refus, parce que au niveau du travail du projet, il peut y avoir des choses encore à travailler pour convaincre la commission. Euh, et sinon, être-soignant et on est toujours sur des gros taux d'acceptation. Aussi parce que on a quand même dans cette tranche-là, dans cette formation-là, euh, de la reconversion certes, mais aussi de l'évolution dans la branche, hein. Classiquement, l'aide à domicile qui veut devenir aide-soignante, voilà, ou aide-soignant. Et du coup, on va avoir là déjà une appréhension et une connaissance du métier qui font que le projet apparaît déjà, en tout cas, plus travaillé au niveau de la cohérence et de la connaissance du métier visé, puisqu'elles le côtoient et qu'elles peuvent le décrire et se renseigner sur leur entourage, dans leur entourage professionnel. Alors, il y a deux questions en fait là que je trouve intéressantes peut-être là à relayer. Alors, une question qui est en lien avec le BPREA, une autre question qui était plutôt liée à l'ancienne, enfin à la diapo d'avant sur les risques d'usure. Donc, une question sur comment on sait qu'un salarié est soumis à des risques d'usure professionnelle. Et ben, en fait, ce qu'on essayait de vous dire tout à l'heure, c'est que je ne pense pas que ce soit votre mission, en fait, d'évaluer si un salarié est soumis à des risques d'usure professionnelle. C'est compliqué. Et par contre, vous pouvez, voilà, sensibiliser les salariés si vous êtes dans une situation où il y a des risques ergonomiques. Port de charge, par exemple, c'est là un risque ergonomique répété. Ou une station prolongée debout, par exemple, ça peut être un risque ergonomique. Là, ça peut être intéressant de dire, ben, dans ces cas-là, il est probable que vous ayez accès à d'autres fonds que simplement le PTP et on vous encourage à mobiliser Transition Pro pour faciliter voilà, la compréhension un petit peu de comment ça peut être pris en charge et peut-être les rassurer aussi sur le taux de financement, parce que tout à l'heure, on vous a communiqué un taux de 57%. C'est vrai que si on prend les personnes qui sont face à des risques d'usure professionnelle, on n'est plus sur le même taux d'acceptation, on est sur un taux d'acceptation beaucoup plus important, en fait, s'ils peuvent rentrer sous les enveloppes. Et pour la deuxième remarque, disant que pour le BPREA, c'est l'enveloppe budgétaire qui a été justifiée auprès des dossiers refusés. Alors, je préciserai juste que ça, c'est pour certaines personnes, hein, et il peut y avoir quelques personnes pour lesquelles l'enveloppe budgétaire, ils étaient en dessous de la ligne de financement possible, hein. Et dans ces cas-là, quelle que soit la qualité du projet, ben, si on ne peut pas descendre Malheureusement. jusqu'à la Oui. personne elle ne peut pas être financée. Donc ça a dû être le cas pour quelques personnes. Mais c'est vrai que pour avoir participé à pas mal de commissions dans l'année,
le critère que j'ai évoqué tout à l'heure fait aussi partie en fait des raisons de refus. Mais voilà, peut-être qu'au niveau de la personne qui a fait la remarque, que je vois bien qui c'est, les candidats étaient plus sous la ligne budgétaire et c'est souvent le cas sur ces projets-là, malheureusement. Donc les deux Mais critères s'entendent. Mm. ouais. D'ailleurs, on peut en faire le parallèle aussi avec, avec la formation, la conseiller en insertion professionnelle et le café Ruisse, qui ont les mêmes, c'est étrange d'ailleurs, ils ont les mêmes taux de accepté, refusé. Et on est souvent sur des profils, voilà, un peu déjà plus capés, avec voilà, des profils de souvent bac plus 2 minimum, et un peu moins prioritaires en fait pour accéder au financement PTP. Ce qui fait que mécaniquement, en fait, on est sur un taux d'acceptation moins important que, par exemple, sur aide-soignant, où on est sur parfois des profils quand même moins, plus niveau 3 et infra, quoi. Donc, ce qui peut expliquer aussi, en fait, le taux d'acceptation. Et quand je dis descendre jusqu'à la personne, c'est pas du fait des niveaux de salaire et autres critères, c'est du fait des niveaux de priorité. Hein, les fameuses priorités liées au niveau euh, de, au Se niveau de la qualifie. ouais, de qualification de la personne, si elle a un risque d'inaptitude, si elle est dans une entreprise de moins de 50, enfin tous ces critères de priorité que vous allez retrouver sur notre site internet et que Et je vais qu'on va pas rebalayer détailler tout à là l'heure. et On va qu'on va aller rebalayer en rebalayer. partie. Mm. On voulait également, voilà, évoquer avec vous l'après-formation, parce que c'est vrai que l'efficacité de nos dispositifs, c'est toujours mesuré en fait avec ce chiffre-là, en fait, de 66% de transition réalisée à 6 mois après, après la fin de formation. Donc, euh, il y a quand même encore 27% des projets pour lesquels voilà, les personnes sont en cours de transition, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore réalisé, mais ce n'est pas des projets abandonnés. Donc ça, c'est un chiffre régional. Vous voyez qu'à droite, là, le chiffre, non, pardon, le chiffre de 66%, c'est une moyenne. Et par certification, en fait, il est un peu différent, forcément, en fait, parce que vous voyez, sur les métiers de soignants, ambulanciers, on est sur des taux d'insertion qui sont très, très importants, Café Ruisse aussi. Après, sur le BPREA, par exemple, c'est aussi des chiffres qui s'expliquent parce que ce que disait Sandra tout à l'heure, c'est que c'est des projets parfois qui sont un peu plus longs à mettre en œuvre parce qu'il y a un projet d'installation, parce qu'il y a un parcours d'accompagnement qui doit être mis en œuvre avec les réseaux d'accompagnement au projet agricole. Et ça met parfois plus de 6 mois en fait. Donc, mais par contre, ce taux de transformation, réalisation là, à 6 mois, il est, on sait en fait qu'il a ses faiblesses parce que si on le fait si on le mesure à 1 an, bien sûr, il est supérieur. Mais bien sûr, on est obligé également de se conformer un peu à comment est mesurée l'insertion sur d'autres dispositifs. Après, les autres dispositifs, ils sont mesurés à 6 mois, donc ça semble logique en fait qu'on mesure nous aussi 6 mois après la formation. Alors c'est vrai que quand on regarde certains taux de réalisation, il y a aussi, ça soulève pour nous certaines questions, notamment si je prends par exemple le conducteur routier de marchandises, où on est à 60% en fait de taux d'insertion, alors que c'est la première certification qu'on finance et qu'il y a des besoins affichés toujours en tension en fait sur ces métiers-là. Et donc c'est aussi quelque chose qui questionne en fait en commission et sur lequel voilà, nos administrateurs sont de plus en plus exigeants sur voilà, les perspectives d'emploi, comment est appréhendées les perspectives d'emploi par le salarié qui dépose une demande. Et souvent aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui nous dit, voilà, je sais qu'il y a du boulot, ça suffit pas. En fait, il y a nécessité vraiment d'aller creuser un petit peu sur qui sont les employeurs, comment ils recrutent, quelle typologie de contrat, d'analyser un peu les conditions aussi pour candidater et puis accéder à un premier emploi.
Donc, et tout ça, c'est notamment en fait avec le concours du CEP en fait que vont pouvoir avancer en fait sur ces sujets-là en fait, hein, les salariés. Dans le travail que fait l'Observatoire des transitions professionnelles là, du réseau, il y a aussi un questionnement sur voilà, les gens qui ont réalisé, qu'est-ce qui fait qu'ils ont réalisé, comment ils trouvent leur nouveau travail avec, vous voyez, donc voilà, plutôt des gens satisfaits en fait sur les nouvelles conditions de travail, un temps de travail plus adapté, etc. Et il y a pour nous forcément une interrogation sur les personnes qui sont en cours et les personnes qui ont des difficultés à mener à bien leur transition. Et il y a un sujet, nous, qui semble être un levier, ou dans le bon sens ou dans le mauvais sens plutôt, c'est le niveau de salaire en fait. Mm. Avec quand les salaires sont plus élevés en fait, plus de difficultés à mener une transition à son terme, en fait, parce que ben, c'est un frein, en fait, de baisser son niveau de vie. Donc, on n'hésitera pas à revenir vers vous, parce que c'est un sujet qu'on creuse et qu'on va continuer à creuser, euh, parce que il semblerait que ça soit quand même complexe, en fait, de mener à bien une transition, notamment quand on a commencé à avoir un niveau de vie et que la transition pourrait amener à une baisse de ce niveau de vie-là. Donc on n'hésitera pas à revenir vers vous pour Mm. plus de précision. Après, les 50% qui déclarent percevoir un salaire plus élevé qu'avant leur formation, on peut aussi se dire que c'est pas forcément pour ça qu'ils ont cherché à changer en fait. Parce que en retournant un petit peu hein, le pourcentage, c'est-à-dire qu'on peut peut-être estimer, interpréter que le moteur du changement, ça a plus été l'intérêt au poste, les compétences mieux reconnues ou voilà, des conditions de travail plus appropriées que de gagner un salaire plus important, hein. On peut se Alors, poser cette question-là. Mm. c'est aussi intéressant en fait parce qu'en commission, c'est forcément une question qui va être abordée, c'est-à-dire voilà quelqu'un qui, je caricature un peu, mais voilà un ingénieur par exemple qui veut devenir euh, agriculteur, par exemple, ben, on va forcément questionner un petit peu, est-ce qu'il a mesuré qu'il va y avoir une chute de niveau de vie, en fait, enfin de niveau de salaire toujours, et si la personne l'a souligné, c'est toujours plus simple Rassurant. Mm. pour la commission de dire, bon, ok, on sait qu'il a mesuré ça. Euh, Sur le dispositif d'émission reconversion, ben, on a observé également un léger ralentissement en fait en 2025 avec même chose, un ralentissement qui s'est plus observé en fait fin d'année, donc de septembre à la fin d'année où on a observé là un ralentissement un peu des dépôts de demandes. Alors après, peut-être c'est le contexte, je sais pas si contexte économique ou politique ou les deux, mais avec forcément moins de dépôts de dossiers en fin d'année, parce que peut-être plus d'incertitudes, c'est ce que nous, on s'est dit, Euh, avec toujours voilà, 2 tiers des projets pour des projets de création de reprise d'entreprise et un tiers pour des projets de formation. Euh, d'attestation en fait qui est important, hein, plus de 90% en fait des dossiers qui sont alors là j'ai mis acceptés en fait, mais c'est même pas accepté, qui sont attestés en fait par la commission. Donc, on a mis un petit lien en fait là sur la slide, donc on vous transmettra bien sûr le support. C'est un lien d'une étude qui a été menée par France Travail en fait sur le dispositif d'émission reconversion avec qu'est-ce qui se passe pour ces salariés les 24 premiers mois de leur indemnisation avec plutôt des chiffres intéressants et qui, en faveur en fait du dispositif, qui montrent que voilà les personnes réalisent en grande majorité leur projet
et que leurs projets sont sur des créations d'entreprises ou des formations, en fait, sont plutôt assez, assez concrets et puis supérieurs, en fait, en général, sur la mise en œuvre en rapidité, toujours, à un demandeur d'emploi lambda. Voilà. Donc voilà un peu pour la partie chiffres. Pour 2025, je ne sais pas si peut-être déjà il y a quelques questions, interrogations, besoin de précision avant qu'on passe plutôt à 2026. Pour l'instant. Ok, ça va peut-être venir. Euh, je te laisse, Sandra, la main. Donc, nous, ce qu'on voulait surtout partager avec vous comme message, c'est qu'en 2026, euh, on a des points positifs qui sont importants au niveau budget, c'est-à-dire que notre enveloppe de budget du projet de transition professionnelle est stable, c'est-à-dire qu'on va avoir la même enveloppe que l'année dernière. Donc, on espère, pour le moins, faire autant de financement que l'année dernière sur le PTP. Donc là, on compte sur vous parce que du coup, il ne faut pas hésiter aussi voilà, sur les salariés que vous allez rencontrer et qui des fois peuvent douter aussi de l'accès à nos dispositifs. Ben, voilà, qu'ils n'hésitent pas à faire une demande parce que on va avoir la même enveloppe que l'an dernier à leur consacrer. On a aussi une enveloppe FIPU qui va être donc pour les personnes qui ont des problématiques de risque ergonomique là, dans leur métier. On va avoir une enveloppe, enfin on l'a même, qui est en hausse par rapport à l'année dernière. Donc il faudrait que mathématiquement on fasse au moins deux fois plus de dossiers FIPU qu'on a fait en 2025. Donc là aussi, hein, voilà, tous les salariés que vous pouvez rencontrer qui ont des projets comme ça de formation et de changement de métier, même d'évolution dans leur branche. Il ne faut pas hésiter à les renvoyer vers nous. Et on a aussi une demande en cours auprès du FSE. euh, a priori, on est sur la bonne voie pour des publics plus prioritaires dont on parlait tout à l'heure, donc les 50 ans et plus. Les plus de 50 ans, les personnes qui sont en cours de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou qui ont leur reconnaissance travailleur handicapé, et puis les personnes qui vont jusqu'à un niveau bac. Donc ça, c'est une priorité de cofinancement qui viendra s'ajouter aux autres priorités que la personne peut déjà avoir. Donc ça veut dire aussi ben voilà des fonds supplémentaires pour 2026 qui font que vraiment on est nous dans l'idée de positivement de vous dire bah voilà les personnes que vous rencontrez renvoyez vers nous pour voilà des demandes de financement savoir s'ils sont éligibles il n'y a pas de souci on va regarder tout ça avec eux. Dans les points de vigilance qu'on va avoir pour 2026, on a bien noté, et vous en êtes aussi les témoins, le ralentissement économique des entreprises ben voilà, qui est existant. Ça a pour conséquence, alors c'est aussi les incertitudes liées à l'avenir qui aussi voilà, sont cause-conséquence de ce ralentissement, mais en tout cas c'est cause-conséquence aussi d'une baisse, en tout cas nous, de la demande, acte qu'on a voilà, regardé fin 2025 et qu'on constate en début 2026, on a moins de demandes de salariés. La reconversion leur semble peut-être moins attractive. Donc franchement, là, si on a plus, enfin, si on a peu ou prou plus de budget, ou au moins autant que l'année dernière, et qu'on a moins de demandes, on va être en difficulté en fin d'année, en tout cas sur l'utilisation de nos fonds. Donc, faut vraiment pas hésiter à promouvoir nos dispositifs et à les renvoyer vers nous. Et Et surtout, ça puis, laisse plus de chance, en fait, aussi ouais, aux gens qui déposent une demande, quoi, carrément, oui, parce que statistiquement. Mm. statistiquement, oui. Du coup, là, la ligne budgétaire, elle peut s'abaisser en fait à chaque fois, hein. Donc voilà. Et puis, on est toujours dans une logique euh, et on maintient ça hein, d'individualisation des parcours parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on a ces deux critères-là positifs
qu'il faut faire la galette complète à tout le monde, même si on n'a pas besoin de ça. Donc, c'est l'image hein, un peu caricaturale qu'on utilise depuis des années. Mais voilà, on est toujours sur l'optique quand même que les parcours soient individualisés pour éviter que les gens apprennent des choses qu'ils ne sachent déjà et que nous, on finance des modules ou des matières dont ils n'auront peut-être pas besoin parce qu'ils ont déjà les compétences. Donc là-dessus, on est aussi euh, très preneur de vos initiatives et de vos réflexions à ce sujet, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mm. Et peut-être d'ailleurs pour illustrer en fait avec les chiffres, en moyenne en fait un parcours, alors en 2024 on était autour de 900 heures en fait en moyenne sur un parcours PTP moyen. En 2025 on est bon, un petit peu moins, on doit être à 870 heures, quelque chose comme ça en fait. Donc avec voilà 30 heures de moins en moyenne. Donc, alors, ça semble pas grand-chose en fait sur un ou deux dossiers, mais c'est vrai que sur 800 dossiers financés, forcément, en fait, ça veut dire qu'on va pouvoir financer plus de, de demandes. Mm. Donc, c'est un peu dans notre quête d'optimisation, en fait, c'est toujours intéressant pour nous, en fait, même une réduction de 15, 20, 30 heures, quoi. Voilà. Ensuite, sur les actualités 2026 aussi, c'est quelques évolutions de priorité. Ouais. Euh, Peut-être balayer très rapidement en fait à ce qu'on disait tout à l'heure en fait par rapport aux priorités sur l'accès au PTP. Il y a 9 points de priorité qui vont parfois dépendre un peu d'où est issu le salarié, de sa situation, du projet qu'il va cibler. Donc, il y a des choses qui sont un peu, qui sont très nationales en fait, hein, qui sont des critères imposés par France Compétences, et puis des critères qui sont plus régionaux sur lesquels on a la main et que notre conseil d'administration peut un petit peu ou peut bouger quelques curseurs en fait. Voilà. Donc, les critères nationaux, c'est le 1, 2, 3, 4, 5. Et puis les critères régionaux, c'est le 6, 7, 8, 9. Donc les 1, 2, 3, 4, 5, ils ne bougent pas en fait tous les ans. Pour l'instant, c'est toujours France Compétences qui les fixe. Et sur les 6, 7, 8, il y a quelques évolutions dont on va vous parler, Sandra, pour 2026. ouais. Donc, sur la priorité 6, voilà. Donc, sur la priorité 6, ce qui a été acté par notre conseil d'administration, c'est que lorsque le parcours de formation est réduit soit sur un bloc de compétences ou réduit de 10% des heures théoriques, donc à la suite du positionnement que vous faites avec la personne, hein, là, il peut y avoir l'activation de cette priorité. Alors, les 10% des heures théoriques, on est bien en dehors de la passerelle et des matières générales, hein. Si la personne, on lui enlève, parce qu'elle a déjà voilà, un diplôme équivalent datant d'il y a quelques années et qu'on lui enlève les enseignements de français, maths, en fait, ça ne va pas rentrer dans les 10% des heures théoriques. Et on a conservé la priorité du parcours qui est accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Ça leur donne ça leur donne aussi cette priorité-là aux personnes. Mm. Dans la priorité 7, ce qui change, c'est que avant, on parlait de pourcentage sur le coût global du dossier, mais c'était compliqué à calculer. Donc, ils ont réduit la voilure en mettant que, voilà, l'idée, c'est que l'entreprise puisse cofinancer sur les frais pédagogiques. Donc, au moins 10% si l'entreprise a moins de 50 salariés, 20% si elle a moins de 300 salariés et 30% si elle a plus de 300 salariés. Donc, ça peut concerner l'employeur actuel, hein. Alors, ils ont été un peu larges aussi. Ça peut concerner aussi l'entreprise qui pourrait l'accueillir pendant le stage ou le futur employeur, parce qu'on est ouvert à tous les cofinancements possibles. Donc, voilà, c'est là-dessus, il n'y a pas de souci. Et, Et quels que soient les projets, en fait, que ce soit une mobilité externe ou interne, quoi. Ouais. voilà. Mm. Alors, vous avez Quand sûrement on... entendu parler aussi, en fait, enfin, par le rebond un peu avec l'actualité, en fait, de nouveaux dispositifs, là, comme la période de reconversion, en fait,
qui peut venir aussi un peu questionner en fait les salariés et puis les entreprises en fait sur 2026. Euh, Peut-être que c'est à préciser quand même que voilà, il y a un certain nombre d'incertitudes en fait sur notamment les moyens alloués en fait à cette période de reconversion et sur quand est-ce qu'il sera possible de mettre en œuvre en fait ce type de dispositif. Donc bien sûr, nous on est très proche des OPCO, on travaille en étroite collaboration pour voir comment il est possible d'articuler nos dispositifs et faire un peu d'ingénierie financière. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore un peu nébuleux en fait sur ce dispositif où les décrets d'application, voilà, il y en a quelques-uns qui sont sortis la fin janvier, mais il reste encore beaucoup de choses, des accords de branche en attente, etc. pour certains secteurs qui ont des besoins très spécifiques. Donc, pour l'instant, c'est un peu wait and see, en fait, sur la période de reconversion. Et donc, c'est pour ça qu'aussi les entreprises qui ont des besoins aujourd'hui, sur la sollicitation avec le PTP, je peux dire que c'est peut-être plus facile, mais au moins c'est opérationnel de suite, quoi. Pardon, j'ai zappé une slide. Pas de souci. Et donc sur la priorité 8 là, en fait, l'idée, c'est que dans les transitions pro, voilà, de différentes transitions pro de France, les conseils d'administration ont édité une liste de métiers qui leur sont prioritaires à eux, en fait, hein, pour lesquels ils estiment que bah, la personne qui va aller vers ce métier-là peut avoir une priorité supplémentaire. Donc voilà, grosso modo. La liste, elle n'a pas vraiment, pas beaucoup changé, à part qu'il y a des métiers aussi émergents, hein, mais on ne vous les a pas mis là parce que c'est pareil, vous retrouvez ces informations-là via notre site internet. Par contre, au niveau des métiers qui ont été rajoutés, je le dis juste de façon symbolique, mais c'est vrai, ils ont rajouté dans l'agriculture et la pêche l'exploitant agricole. Donc, les personnes qui viseront un BPRA pour s'installer à leur compte auront cette priorité 8 là, en fait, hein. Donc, voilà. Alors, c'est Euh, vrai que l'impact du coup d'avoir une certification qui est rattachée à un code ROM, en fait, là, d'un métier prioritaire, ça a un impact quand même significatif parce qu'on est sur, grosso modo, entre 70 et 80% en fait, des projets qui sont financés en fait, euh, quand tous les projets ils sont bien sûr voilà, cohérents, euh, donc avec des gros taux d'acceptation en fait sur les métiers qui sont prioritaires. j'ai une question. En ce qui concerne les cofinancements entreprises, dans quel cadre sont-ils? Euh, Alors nous, ce qu'on fait, c'est quand on repère les dossiers, on va contacter les entreprises pour leur demander le cofinancement en fait, hein. Alors soit l'entreprise dit d'elle-même dans le volet, je suis prêt à cofinancer et puis elle donne une somme, soit on va la contacter pour voir sa participation, quelle est sa possibilité de participation. Et après, au niveau des coûts pédagogiques, c'est une bonne question, Karim. Il y a une convention faite avec l'organisme de formation ou c'est directement déduit de notre prise en charge? Alors, souvent, c'est une convention avec l'organisme. Ouais. Ouais, pour la partie qui resterait à charge de C'est-à-dire que nous, l'employeur. on va prendre, si par exemple l'entreprise qu'on finance de 3 000 euros, et ben nous, on va prendre en charge les frais pédagogiques, par exemple, moins 3 000. Et donc, ça veut dire qu'il y aura une convention entre nous et l'organisme de formation sur une partie, et puis entre l'entreprise et l'organisme de formation sur l'autre partie. Mm. On voulait évoquer avec vous un sujet sur la FOAD. Parce que on a identifié, nous, un sujet en fait sur formation à distance, parce que bah, on a bien conscience en fait que aujourd'hui il y a un vrai intérêt en fait pour la formation à distance, à la fois parce que c'est pour les bénéficiaires, pour les salariés, une possibilité d'accéder à de la formation, même sur des territoires où il y a peu d'offres, où il y a peut-être un peu des territoires un peu enclavés,
où il y a pas forcément toutes les formations proposées. Par contre, nous, on a une vraie difficulté, et puis je pense qu'on n'est pas les seuls financeurs en plus, c'est qu'on identifie un, un taux de certification inférieur, en fait. Une étude de nos collègue d'Île-de-France là, qui met en avant en fait un taux de certification moins 14 points en fait sur une formation mixte, et quand on est sur du 100% FOAD, moins 23 points en fait sur l'accès à la certif, avec des taux d'abandon aussi plus importants. Je pourrais vous mettre en référence les études de Transition Pro Île-de-France et l'étude de France Travail qui avait été réalisée en fait sur les actions de formation à distance. Et tout ça, en fait, ça occasionne, nous, un peu de méfiance et puis et forcément un impact sur le taux d'acceptation en commission sur les modalités mixtes. Alors, c'est vrai qu'on a peu de demandes, nous, sur du 100% FOAD, mais on a plutôt sur du mixte. Euh, et on s'est dit, en fait, qu'on avait besoin de monter, nous, en taux d'acceptation sur ces dossiers-là, tout en ayant quand même, malgré tout, toujours les mêmes exigences sur voilà, la réussite au bout et sur bien sûr l'insertion au bout, en fait. Voilà. Donc on a certaines autres régions qui ont mis en place depuis longtemps, et c'est vrai que nous on avait un peu freiné la démarche au départ parce que ça nous semblait un peu lourd et fastidieux de proposer en fait cette solution-là qui est le protocole individuel de formation. Et en fait, il nous semble aujourd'hui que c'est sûrement la solution la plus adaptée en fait à ce qu'on évoquait tout à l'heure là sur pour rendre plus lisible l'action, pour rendre aussi plus lisible auprès des salariés en fait comment va se dérouler l'action, et pas que l'action d'ailleurs jusqu'à l'évaluation et évaluation finale. Et puis quelles seront les activités pédagogiques au cours du parcours avec leur durée, et puis, et quel encadrement en fait il va y avoir pendant tout ce temps de formation à distance. Ce document-là, en fait, il va pouvoir nous permettre aussi de mesurer en fait quels sont les jalons en fait qui sont posés sur des formations à distance avec, je pense, un taux d'acceptation derrière qui va grimper en fait sur les modalités mixtes. Alors, on voulait vous le présenter en quelques slides, ce protocole individuel de formation. Donc après, il y a rien de très nouveau en fait hein, Ouais. sur ce type de document. Donc, la première partie, on ne vous la présente pas, mais c'est voilà, l'identification des signataires. Ensuite, c'est la nature de l'action que vous proposez. Donc, sur ces deux champs-là, en fait, il y a beaucoup de champs qui sont déjà saisis dans le volet sur d'autres parties, quand vous saisissez notamment qui vous êtes, quand vous saisissez aussi l'action de formation. Tous ces éléments-là, ils sont déjà incrémentés en fait dans le protocole individuel de formation que vous allez pouvoir saisir en ligne. Sur les modalités, de la même manière, en fait, il y a déjà un certain nombre d'éléments qui sont précisés quand vous allez vous saisir les volumes horaires en fait, du calendrier. Et là, vous aurez, vous, commencé à saisir quelques informations. C'est sur la partie 3 là, quand il y a de la formation synchrone ou asynchrone, avec voilà, un peu des détails sur qu'est-ce qui est mis en place. Donc là, on vous a mis un exemple hein, sur les modalités de mise en œuvre de la formation. Bien sûr, on va vous proposer en fait un tuto qui sera téléchargeable sur notre site internet, et puis un exemple de, de protocole individuel de formation saisi pour que vous ayez peut-être voilà, une illustration des attendus. Et donc, l'idée en fait de ce document, de cette partie-là en fait sur la modalité de mise en œuvre de la formation, c'est de pouvoir détailler à la fois l'encadrement pédagogique et préciser en fait du coup comment la personne pourra être accompagnée pendant ces temps-là. La partie suivante,
c'est sur les moyens techniques, conditions matérielles requis. Donc là, c'est vraiment des choses très très basiques, hein, sur voilà, quelle est la plateforme ou les moyens utilisés. Est-ce qu'il y a nécessité pour la personne d'utiliser du matériel spécifique et d'acquérir certains logiciels spécifiques, ou est-ce que c'est de la mise à disposition en fait par l'organisme pendant le temps de la formation, ce qui est parfois le cas. Donc tout ça, c'est des choses, je pense, qui sont déjà en fait assez clairement établies pour 99,9% en fait des organismes. Donc je pense que ça ça va pas vous mettre en difficulté sur cette partie-là. D'ailleurs, il est possible que vous ayez déjà, vous, un document équivalent, en fait. Et dans ces cas-là, bien sûr, aucune exigence que vous ayez, vous, à compléter ce document-là, Transition Pro. Vous pouvez très bien joindre le vôtre. OK? Euh, donc là où il va y avoir peut-être un peu plus de travail pour vous, c'est sur le descriptif pédagogique. Avec voilà, quels sont un peu les modules de formation, combien de temps ça dure, qu'est-ce que vous y faites en fait comme travaux, comment ça se concrétise, et puis quel justificatif vous pouvez produire en cas de contrôle. Alors sachant que nous, le cadre de nos contrôles, en fait, c'est vraiment du contrôle de service fait avec simplement l'idée de pouvoir vérifier que ce que vous avez prévu en fait initialement au dossier, que ça a été bien réalisé en fait, Mm. et dans les conditions prévues. Je voulais Puis il peut rajouter y avoir ça. aussi, ouais, pardon, il peut y avoir aussi une exigence d'émargement spécifique, là, les relevés d'émargement à distance, parce que c'est un dossier FSE et qu'il peut y avoir un contrôle FSE aussi. Ah, mais ça, vous le savez, à la base, quand vous avez la notification de décision, c'est marqué que c'est un dossier financé par le Fonds social européen, hein. Donc, Alors également en fin de PIF, on va vous demander de noter voilà, un référent technique voilà, en cas de problème d'accès à la plateforme, aux outils en fait, de travail à distance, un référent pédagogique, administratif. Alors rien n'empêche que tout ça en fait, soit forcément pas forcément la même personne en fait, mais l'idée c'est que pour assistance pédagogique et assistance technique, quand même, que ce soit pas forcément, c'est pas forcément les mêmes sujets, quoi. Et que la personne, si jamais il y a des problématiques, puisse mobiliser un référent. Donc ce document-là, ce qu'on peut vous proposer en fait rapidement, c'est d'en prendre connaissance peut-être sur les prochains dossiers en fait que vous allez compléter, parce qu'il n'est pas encore obligatoire en fait aujourd'hui, mais il le sera dès que vous validez vous un volet organisme de formation à partir du 1er mars. Donc en courant février, si vous avez des dossiers à compléter, il sera pas encore obligatoire. Donc il sera obligatoire à partir du moment où vous signez, vous, un volet organisme au 1er mars. Euh, Bien évidemment, Sandra et moi, on va se mettre à votre écoute et à votre disposition si jamais vous avez besoin individuellement qu'on revienne vers vous pour vous accompagner un peu dans cette démarche-là. Mais dans tous les cas, voilà, ce formalisme-là, l'idée, c'est qu'on puisse vous aider, en fait, à que ce soit pas quelque chose de plus qui soit long et qui vous prenne du temps, mais que ce soit quelque chose qui vous permette, vous, d'accéder derrière à un taux de financement peut-être plus facile quand ces modalités-là sont proposées, quoi. mm. Ah, il y a une petite question. Comment fait-on lorsque la modalité FOAD est mise en œuvre pour pallier un aléa, comme par exemple l'absence ponctuelle ou non prévue d'un formateur? Alors, il est vrai que si le calendrier de départ était prévu en 100% présentiel et puis parce qu'il y a un formateur absent, vous devez passer à de la modalité à distance le temps de le remplacer, par exemple. Euh,
On va revenir vers vous par rapport à ça parce que est-ce qu'on va exiger un PIF, un protocole individuel de formation dans ces cas-là, ou est-ce que on va demander une autre forme de, de document comme on a pu les demander là dernièrement pour les dossiers pour Ah, lesquels ça s'est produit. Faut qu'on vérifie ça. Ouais. Mm. après en termes de droit, enfin, rien de. En fait, on va pas être là-dedans. Nous, on va pas être vraiment la procédure. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est ce qui a du sens, en fait. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui est absent et on sait qu'il va être absent voilà, 4-5 jours, et puis donc on fait du formation synchrone parce que ça paraît plus simple, où on sait que voilà, par contre, quelqu'un va être absent plusieurs mois, et là, il y a nécessité de. Je pense qu'on va pas avoir les mêmes exigences. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que quelqu'un qui n'a pas été sur une qui ne s'est pas dirigé vers une formation 100% à distance et qui est contraint en fait du jour au lendemain d'accéder à cette modalité-là. Comment on peut voilà, sécuriser ce changement-là? Et puis, je pense que le protocole individuel de formation, il peut permettre aussi aux salariés en fait de savoir qu'est-ce qui va être fait en fait sur des temps de formation à distance. Et puis comment le temps qu'il doit y consacrer, les attendus en termes de production, de quiz, de travail sur des études de cas, etc., etc. Donc ça cadre un petit peu en fait ce temps-là où, où je pense clairement que ça participe du coup à la sécurisation en fait du parcours pour les personnes qui sont peu, peu habituées du coup à ce temps de travail à distance. Mm. Alors, moi, je rajouterais une chose, c'est que comme vous n'êtes pas à l'abri d'avoir voilà, ces problématiques-là d'aléas en fait qui font que les modalités changent en cours de formation, peut-être c'est aussi de vous constituer des protocoles individuels de formation un peu type par typologie de formation. On l'a vu, hein, il y a les modules, il y a ce qu'on va mettre, etc., etc. Ça peut être de se faire des canevas comme ça pour que quand l'aléa se produit et si on vous demande cette pièce-là, vous soyez en mesure aussi de la fournir plus facilement. Voilà, c'est le conseil qu'on peut vous donner. Après, pour la procédure sur les aléas, bon, on reviendra vers vous, hein, on va vous redire, hein, je pense, hein, mais par rapport à ça. Et là, je vois qu'il y a une autre question. Alors, sur des 2 ou 3 jours de formation à distance euh, qu'il y aurait sur un parcours de formation, euh, en fait, l'idée, c'est que normalement, le calendrier de départ doit correspondre à ce qui va se passer derrière et que s'il y a quelques jours de FOAD, alors un volume d'heures, on n'a pas non plus déterminé de minimum en fait requis en fait hein, pour faire un protocole individuel de formation. Mais l'idée, ouais, c'est que ça va être de se mettre en conformité entre ce qui va être fait et ce qui va avoir lieu. Et en fait, et ça a aussi un impact financier pour nous parce que quand la personne est à distance, normalement, on ne lui donne pas les frais de déplacement si elle a demandé des frais de déplacement comme quand elle est en présentiel. Donc ça, ce sont des choses qu'on pourra recaler ensemble aussi au fur et à mesure, mais l'idée, c'est ça, c'est que le calendrier de départ doit correspondre à la réalisation de la formation, et s'il y a un changement, on doit en être informé, en fait. Mm. Après, dans tous les cas, en fait, ce que dit Sandra, ça peut être intelligent en fait de dire de formater un protocole individuel de formation, peut-être par certification que vous proposez, avec cette modalité-là. Et après, liberté à vous, forcément, quand vous proposez de la FOAD ou pas, en fait, de saisir ce document-là. Dans tous les cas, on ne vous demandera pas, en fait, de saisir un protocole individuel de formation si vous ne proposez pas la modalité à distance, bien évidemment, quoi. D'accord? Mm. Et même pas en préventif si jamais il y a un formateur absent, en fait. Ça serait un peu idiot. Donc, par contre, voilà ce qu'on peut vous proposer peut-être pour gagner un peu en facilité, c'est
c'est de vous rapprocher de nous, en fait, quand vous avez, voilà, ce type d'aléas un peu qui, voilà, qui arrivent, des absents, des départs, enfin, voilà, des malades. Donc, et puis, on voit avec vous comment on continue à faire vivre le dossier sans difficulté. Mm. Ah, on a une question actualité à la fin là. Concernant le gel des budgets 2026 pour Transition Pro, où en sommes-nous? Alors oui, c'était un petit peu un cas un peu inédit pour nous parce que, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on a la certitude en fait de notre budget 2026, qui est le cas en fait, hein, on a reçu des notifications en fait sur le budget d'engagement 2026. Mais en attendant d'avoir un budget loi de finances là, voté à l'Assemblée, eh ben, on était dans l'incapacité d'écrire qu'on accorde un financement. Donc après, on a choisi, nous, contrairement à d'autres régions, en fait, de continuer à instruire des demandes en commission avec notamment des dossiers qui sont refusés, donc des dossiers qui sont en dessous de la ligne budgétaire, qui sont aussi, qui ne répondent pas aux critères de cohérence, perspective d'emploi et parcours de formation cohérents. Mais pour tous les projets qui étaient, qui répondaient à tous les critères, on ne les a pas notifiés d'un accord, on leur a dit tous qu'ils étaient en attente d'un accord, le temps qu'on ait l'autorisation de pouvoir leur donner un accord. Donc après, Écrit. c'est un accord Mm. écrit que vous avez l'habitude de retrouver sur votre espace. Donc on pensait avoir cet accord-là, en fait, Cette cette semaine. semaine, mais Mm. il est fort probable qu'on l'ait la semaine prochaine, en fait, qu'on l'ait en fin de semaine prochaine. Parce qu'il y a, vous savez, ce jeu de navette là, entre l'Assemblée, le Sénat, et puis après la commission mixte paritaire, etc. Donc après, tout ça, c'est bien sûr, ça dépend vraiment pas de nous, et on essaye de faire au mieux pour tout le monde. On a quelques dossiers qu'on a identifiés qui sont un peu sensibles parce que voilà, c'était des démarrages février ou des démarrages début mars. Dans tous les cas, en fait, quand on vous a dit que les projets, ils étaient en attente de notification, ça veut dire grosso modo que on ne peut pas vous écrire que c'est OK, mais c'est que ça sera OK, quoi. Et comme on vous le disait tout à l'heure, on a eu une notification en fait de notre budget. Donc on sait que ce budget-là, en fait, il va pouvoir être engagé. Donc on n'a pas trop de crainte là-dessus. Ce qui est compliqué, c'est de pouvoir l'écrire. Voilà. À quel moment on appuie sur le bouton pour que le système informatique délivre les notifications. Et ça, ben, on n'a pas encore le go pour le faire. Mm. Donc après, on a envie d'être vraiment très rassurant là-dessus. Bien sûr, hein, on a été un petit peu d'ailleurs surpris en fait de cette interdiction d'émettre des écrits en fait parce que ça faisait un peu c'était un peu du chantage mais bon, voilà. Euh, Très compliqué en fait pour les salariés, les employeurs et puis pour vous de naviguer en fait en ces temps un peu incertains. Donc après, on veut vraiment être rassurant là-dessus parce que on sait en fait qu'on va pouvoir engager ces fonds-là. On a le 20 comme date. Euh, De toute façon, vous verrez en fait, hein, on n'hésitera pas en fait peut-être à vous communiquer quand c'est bon en fait et quand vous avez des dossiers en attente à revenir vers vous. Si jamais Pour vous vous, avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas mm, à revenir vers nous ouais. aussi parce que vous n'êtes pas obligé de forcément passer par le standard, vous pouvez passer par Sandra et moi. Donc on a nos coordonnées qui sont là. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez besoin en fait de. Alors, on ne pourra pas vous fournir d'écrit, par contre on pourra vous expliquer où on en est et puis et vous donner des précisions, quoi. Mm. Et être
Prendre l'habitude peut-être d'aller voir sur la plateforme régulièrement vos dossiers en cours, parce que bah, quand on aura le go et qu'on va appuyer sur le bouton, ça va venir naturellement et on n'aura pas le temps de vous prévenir avant. Donc c'est à vous aussi de regarder régulièrement la plateforme pour voir si les notifications de décision sont arrivées dans vos documents, quoi. Mm. Je vois qu'il est 10h30, donc je ne sais pas il reste une minute ou deux là. Euh, Si vous avez des questions, d'autres questions, euh, en attendant qu'elles arrivent, parce qu'il faut les taper sur la conversation, peut-être on voulait redire, Alexandra, qu'on est à votre écoute et à votre disposition si vous voulez qu'on aborde le sujet de votre organisme ou de vos dossiers, etc. On est aussi voilà, disponible pour évoquer ça en bilatéral. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, Mm. mais euh, Rendez-vous. en face à face ou à distance. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. On peut. La modalité n'est pas gênante. On n'aura pas besoin de protocole individuel C'est ce que pour j'allais dire, on pouvoir. fera pas un pif pour ça, mais voilà. Voilà. S'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été hyper clair. Eh ben, super. Eh ben, écoutez, il nous reste à vous remercier. Un grand merci Oui, pour être resté jusqu'à la fin. Et puis vous dire à bientôt, parce que vous allez revenir vers nous très bientôt. oui, à bientôt. Bonne continuation à tous, ouais. Mm. Merci.